Bom dia, boa tarde, boa noite. Alors, nous allons faire une réflexion sur une étude de cas en parlant de ces relations entre la mitochondrie et la santé hormonale. Mais on n'avait pas fini la dernière fois parce qu'on était en train de parler des stéroïdogenèses et spécialement testostérone. Et donc, on va finir cette partie et on va passer à notre étude de cas que je voudrais vous demander quelque chose pour noter parce que je vais laisser un petit moment pour que vous puissiez réfléchir par rapport à l'étude de cas et trouver vous-même quelques solutions. D'accord? Vem comigo! Alors, je me présente. Je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste, naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Et je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle et transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Cette chaîne, elle a été conçue et faite pour vous, professionnels de santé, pour vous qui êtes en train de faire votre cursus comme professionnel de santé, soyez-vous médecin, ostéopathe, chiropracteur, naturopathe, coach sportif, tout le rapport que nous pouvons avoir avec l'être humain, cette chaîne, elle est pour vous. Et on a déjà parlé du rapport de la mitochondrie, on a parlé aussi d'une autre organite qui est le réticule endoplasmique lisse. Je voudrais renforcer ça, que quand on parle de stéroïdogenèse, c'est impossible de ne pas parler du réticule endoplasmique lisse, qui est une partie qui va rentrer dans cette stéroïdogenèse, une partie en termes d'organites. Et on a parlé des zones surrénaliennes, que cette mitochondrie et ce réticule endoplasmique lisse sont dans ces zones-là. On a parlé de l'importance de la mélatonine, on a parlé des hormones thyroïdiennes et on était en train de parler de métaux lourds parce qu'on est très intéressé par quel est l'effet de perturbateurs, le nom il dit déjà, n'est-ce pas? Les perturbateurs endocriniens sont ceux qui vont perturber notre système endocrinien. Parmi ces perturbateurs, nous avons les métaux. Et les métaux affectent alors la stéroïdogenèse et on était en train, je vais vous localiser, en train de parler de la production de la testostérone par les cellules de Leydig. En allemand, je pense que ça se dit Leydig, qui sont des cellules localisées au niveau du testicule. Et vous savez que la testostérone est indispensable à la virilisation en conjonction avec la FSH qui va faire le déclenchement de la spermatogenèse, c'est-à-dire la formation des spermatozoïdes. Donc, je vais vous parler de quelques métaux lourds qui sont très importants et qui vont faire une liaison avec notre étude de cas d'aujourd'hui. Vous savez que je suis chirurgien dentiste à la base, donc je vais vous parler de ça. Alors, un exemple qu'on va donner, c'est le mercure. À mon époque, quand j'étais étudiante au Brésil de odontologie, on prenait le mercure comme ça pour faire l'amalgame. On mélangeait avec nos mains, il y avait un petit pot qu'on faisait comme ça, mais on avait zéro de précaution. Zéro. Mais le mercure, l'amalgame, et là, il y a pour enlever les plombages, né? Cette expression, c'est une expression que nous, les dentistes, on n'utilise pas. Plombage, ça vient du mot plomb, n'est-ce pas? Que la population utilise. Nous, on va enlever les amalgames, les obturations, et la question est l'enlèvement sans protection et aussi l'enlèvement de amalgames qui font des années qu'ils sont déjà dans la bouche de la personne. Donc, le mercure, il va endommager les mitochondries. Il va affecter, s'il va endommager la mitochondrie,
Vous vous rendez compte de tout ce qui peut se passer. Mais il va aussi endommager, alors affecter la stéroïdogénèse. Et la vitamine E, elle se montrait très efficace, la vitamine E, comme une protection contre le mercure. Ça, c'était une étude de 2009 qui a été faite chez les rats. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Donc, le déficit en vitamine E va induire un stress oxydatif et cet stress oxydatif va faire qu'on ait une expression inefficace des protéines qui vont transporter les hormones stéroïdiennes, pas que la testostérone. Alors, qu'est-ce que c'est un déficit en vitamine E? Un déficit en vitamine E, si vous regardez, vous savez que quand vous faites un bilan sanguin, vous aurez des valeurs qui sont des valeurs considérées statistiques, n'est-ce pas? Valeurs de référence. Mais nous, dans la nutrition fonctionnelle, on ne travaille pas avec les valeurs de référence. Ça veut dire, on ne travaille pas simplement parce qu'on n'est pas gras ou n'est pas marqué dans le bilan, ça veut dire que ça va. Non, on parle de valeurs optimales. Donc, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine A, homocystéine, la T3, la T4, toutes les hormones aussi, parce que je parle de vitamines, mais toutes les hormones comme T3, T4, ils ont, dans l'étude de la nutrition fonctionnelle ou de la médecine fonctionnelle, si vous voulez, ont une valeur optimale qu'il va falloir savoir pour chaque cas. Donc, on peut, en cas de vraiment de déficit de vitamine E, elle ne va pas avoir que ça comme conséquence. Mais on est en train de focaliser la situation de la présence du mercure. Donc, il montre que si vous avez suffisamment de vitamine E, vous avez une protection contre les mercures. Bisphénol A. Après, on va revenir à l'histoire de amalgame. Bisphénol A. Bisphénol A, c'est quelque chose qui est présent dans le plastique, est présent dans la reconstitution de l'émail dentaire. Bisphénol A, ça c'est la grande lutte aujourd'hui de dentistes conscients, de dentistes diamants, de dentistes fonctionnels, de faire des études sur les matériaux qui sont utilisés pour les dents, comme par exemple la restitution de l'émail dental qui a en plastique, qui a l'utilisation de résine, qui a l'utilisation de bisphénol A. Toutes les bouteilles d'eau, bouteilles de bicarbonate, la partie interne de boîtes comme boîte de champignons que vous achetez prêt, la partie interne, papier de la caisse a du bisphénol A. Tout ça, les études nous montrent qu'il y a une diminution de la testostérone et une augmentation de l'aromatase. Qu'est-ce que fait l'aromatase? Elle va agir en transformant la testostérone en estrogène. Et donc, pour les hommes, un excès d'aromatase, le mec va devenir plus féminin. Et donc, quand il gagne du poids, par exemple, il y a même ceux qui ont des seins. Et le format, quand ils vont devenir, par exemple, un vrai surpoids, ils peuvent gagner de graisse exactement avec la même localisation de femmes. Et les femmes, c'est tout le contraire. C'est que quand l'aromatase ne fonctionne pas, on va avoir une femme plutôt masculinisée. OK? Ça sont des situations qu'on va voir la présence du bisphénol A. Vous voyez? Ça, bête. Là, c'est ça, c'est la boîte que je voudrais vous parler. Et là sont les bobines pour la caisse qui ont les bisphénols. Et donc, je voudrais vous parler un petit peu de l'arsenic. De l'arsenic, par exemple. Si je parle de l'arsenic, il y a aussi des travaux scientifiques, plutôt sur le rat, qu'il y a une diminution du glutathion testiculaire. On est en train de parler de la situation des hommes. C'est un exemple de l'effet de la mitochondrie
sur les hormones. Et là, je suis en train de parler de l'effet de perturbateurs endocriniens sur la mitochondrie dans les cellules de Leydig des testicules des hommes. C'est clair. Et là, je parle de l'arsenic. Et donc, il y a une diminution de glutathion testiculaire. Prévention, vitamine C. Tout ça, ces études, quand c'est des études humaines, je dis. Mais quand c'est des études sur les animaux, je dis aussi. Et ça, c'est le cas de la prévention, en termes de prévention, sont effectivement les études sur rats. Et c'est clair, on n'est pas des rats. Mais c'est déjà quelque chose qui va, et qui dans la clinique, on va prendre l'histoire du patient et on va voir qu'il y a tout un rapport de conséquences graves parfois de métaux lourds avec le corps, l'organisme humain. Et je vais faire ici tout simplement, il y a 3 couleurs. Les couleurs sont par rapport ici, on a les métaux lourds, ok? Les bleus, on va voir tout ce qui est insecticides, herbicides, etc. Et ici, on a des molécules qui sont des perturbateurs chimiques. Là aussi, sont des perturbateurs chimiques, mais plutôt vers pesticides, comme la permétrine, atrazine, le landane, PFOA, qui on va trouver dans la marque qui commence par T et qui termine par flon, où on a effectivement dans le poil antiadhésif. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ok? Mais le poil antiadhésif, le fait de mettre des substances. Aujourd'hui, moi et mon mari, on était même en train de chercher des poils pour acheter. Et la marque la plus connue, elle a même un rond rouge au milieu. Et ce rond rouge, il va s'allumer quand on sait qu'il faut mettre l'aliment dans la poêle qu'elle est déjà chauffée. Est-ce que vous comprenez que, indépendant de cette chose-là qui met pour allumer et devenir rouge, est-ce que vous pensez que ça est un protecteur pour la santé? Évidemment que non. Ils vont jurer qu'il n'y a pas de problème, etc. Mais je voudrais quand même dire que tout ce qui est antiadhésif, pas naturel, parce qu'on peut avoir des poils qu'on met d'huile et qu'elle va devenir antiadhésif, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est celle-là qu'on a acheté. Mais PFOA, c'est perfluorooctanoïque. Si c'est un ic, ça veut dire que c'est un acide. Un acide perfluorooctanoïque. Octa, c'est le nombre de carbone. Et on a aussi ce MEHP et DHEP. Tous les deux, la différence entre M et D, est-ce que vous voyez là? Je ne sais pas si vous voyez là. La différence entre le M, cette molécule MEHP et DHEP, c'est que le M vient de mono et D vient de di. Donc, c'est le diéthylhexylphthalate. Et diéthylhexylphthalate. Là, j'ai mis en anglais. C'est pour ça que c'est renversé. Diéthylhexylphthalate et monoéthylhexylphthalate. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve ça? Malheureusement. Dans beaucoup de maquillage, dans beaucoup de vernis d'ongles, dans le rideau en plastique, dans tous les verres plastiques. Vous savez, le verre pour prendre du café, les petits verres plastiques. Là, on va trouver les BPA, qui est le bisphénol A. Donc, tout ce produit-là, réduction de la synthèse de testostérone et progestérone. Ça, j'ai pris d'un article. Mais on sait bien que ce n'est pas que ça. Il y aura un endommagement de la mitochondrie, une augmentation du stress oxydatif, des conséquences pour notre corps, évidemment, à long terme. Ici, je voudrais tout simplement vous dire que notre travail fonctionnel
c'est toujours de penser à la santé. À la santé. Ce n'est pas un travail qui va utiliser les étiquettes comme engagement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est hyper important. Parce que parmi mes élèves, il y a quelques-uns ici, il faut qu'on trouve quel est notre avatar, qui est la personne qui on va s'engager, n'est-ce pas? On ne peut pas s'engager avec un bébé, avec la mère du bébé, le père du bébé, une adolescente, les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes préménopausées et les femmes non ménopausées. On ne peut pas devenir expert de tout. Et donc, on va s'engager auprès d'une population spécifique qui s'appelle Avatar et on aura une home. Home, c'est votre promesse. Quelle est votre promesse? Et donc, je voudrais revenir à cette question de la promesse parce que je note et j'observe que quand je demande aux gens qu'est-ce que vous faites, quelle est votre promesse, ils n'ont rien à me dire. Comment ça, quelle est ma promesse? Vous engagez auprès de votre client ou de votre patient pour solutionner quelque chose, pour donner une solution à quelque chose. La question qui va se poser est que, par exemple, si vous êtes naturopathe et vous dites « je m'engage à accompagner les personnes qui ont hypothyroïdie », exemple. Déjà, vous accompagner une personne ne me fait pas aller chez vous. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous engagez à m'accompagner, je ne veux pas être accompagné, je veux une solution. Et cet langage de dire j'accompagne l'hypothyroïdie, donc ça veut dire que vous accompagnez une maladie. Déjà, donc premièrement, la personne ne veut pas être accompagnée. Deuxième point, la personne veut aller vers la santé. Et donc, les gens, naturopathe, je ne parle pas de médecin que lui, il va se concentrer parfois sur les étiquettes ici. Pourquoi? Parce qu'il est neurologue, parce qu'il est hépatologue, urologue, pneumologue. Donc, un pneumologue va regarder que la maladie de poumon. Il ne va pas regarder une autre chose. Ok, c'est très bien, il fait son travail. Nous, ce n'est pas du tout ça. Nous, on va comprendre pourquoi tout ce problème-là. Et on va s'engager auprès de la personne, en donnant l'exemple de l'hypothyroïdie, on va s'engager vers la santé de la thyroïde. Vous comprenez? Et pas vers l'hypothyroïdie. Si vous êtes un non-médecin, dentiste, n'importe, non-médecin, comment vous pouvez vous engager à un traitement de l'hypothyroïdie? Vous ne pouvez pas prescrire de médicaments et parfois, ça sera nécessaire. Donc, votre engagement est complètement faussé. Et quelle est la solution que vous proposez? Donc, moi, exemple, je propose des solutions de votre santé thyroïdienne. Là, oui. Là, oui. Parce que là, vous allez analyser tous les nœuds et vous allez proposer le maximum que cette thyroïde peut donner, en train de regarder l'intestin de la personne, l'énergie de la personne, la biotransformation. Est-ce que c'est plus clair pour vous? OK? Donc, à part le médecin, je ne comprends pas comment vous allez vous engager avec une maladie si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de la démarche. Parfois, on a besoin de médicaments. Donc, vous promettez et vous dites quelque chose que ce n'est pas vrai. Et je répète, on ne veut pas être accompagné. Arrêtez d'accompagner les gens. Les gens, ils savent marcher, ils sont intelligents. Les gens veulent des solutions. Et cette solution, elle passe par la personne elle-même. Je ne peux pas proposer une solution à qui que ce soit parce que l'arme du médecin, c'est le médicament. Moi, je n'ai pas cette arme-là. Et je dis bien arme, avec tous les mots qui ça consiste, le mot arme. Moi, j'ai comme solution, et pas comme arme, j'ai comme solution les corps de la personne. L'alimentation, son mode de vie, sa vision du monde, ses facteurs psychiques. Et je peux pousser un petit peu en train de donner quelque chose pour complémenter, mais ça va être dans l'alimentation quand même.
Le corps ne va pas dire ça, c'est un médicament qu'il faut faire la phase hépatique, qu'il faut passer par la phase hépatique, qu'il faut faire phase 1, phase 2. Ce n'est pas un médicament, c'est un aliment, de toute façon. Même si vous donnez des oméga 3, c'est un aliment de toute façon, d'accord? Donc, ça, c'est très important. Et ce perturbateur endocrinien, ils vont perturber tout ce contexte-là. Vous voyez l'importance capitale de ceux qui ne travaillent pas avec, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas importants, qui ne travaillent pas avec les étiquettes de maladie, parce que notre objectif, c'est de comprendre le pourquoi et le comment et de faire la personne sortir. Comment poser un diagnostic par rapport aux métaux lourds? Numéro 1, vous avez des tests que vous pouvez entamer pour des métaux lourds principaux. Mais ce n'est pas que ça. Si vous ne pouvez pas faire de tests, vous allez, dans votre enquête, poser de bonnes questions et savoir où est-ce que cette personne habite, si elle a contact, si elle a beaucoup d'amalgame, obturation dans la bouche, et voir avec les signes et les symptômes si ça match. Si ça match, vous allez faire une proposition de diagnostic qui est traitée. D'accord? Alors, l'exposition, et ça c'est très important, à des faibles doses de perturbateurs endocriniens peuvent détruire le système endocrinien. Parce que ces faibles doses, comme par exemple le poil vieille du front, et spécialement la vieille, au fur et à mesure des années, c'est de faibles doses qui vont avoir un effet absolu. D'accord? Donc, l'idée est investissez dans la santé avant de devoir dépenser avec des maladies. Dépenser, ce n'est pas que l'argent, c'est dépenser votre énergie. J'ai une phrase que je dis à mes patients, c'est que quand on est dans la prévention, quand on n'a pas la maladie encore installée, ok? Les gens disent beaucoup de fois, Elisa, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire de l'activité physique, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas cuisiner, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas courir, je n'ai pas le temps. Je travaille beaucoup, je travaille 9 heures par jour. La question est, à partir du moment que vous aurez la maladie, vous aurez tout le temps. Tout le temps. Parce que là, vous serez obligé de vous arrêter. Vous allez arrêter tout ce que vous étiez en train de faire en termes de travail. Vous allez absolument tout arrêter et vous allez dépenser votre énergie, votre temps et votre argent avec des maladies. Je sais que ce que je dis, peut-être je dis aux mauvaises personnes parce que vous faites partie de ceux qui veulent devenir professionnels diamants et c'est pour ça que vous êtes là. Mais je laisse le message parce que vous pouvez utiliser ce message que je suis en train de vous dire, vous pouvez la répéter ailleurs. C'est très important. Et là, je vous montre la situation de comment s'occuper de nos hormones. Il faut s'occuper de nos hormones et eux vont s'occuper de nous. On a commencé en train de parler de la relation mitochondrie-hormones. Maintenant, on a été, et tout le monde, en tant que professionnel de santé, on a été entraîné, on a été formé, moi en tant que dentiste, vous médecins, tout le monde, on a été, les naturopathes aussi, pour traiter de maladies, pour traiter des équilibres. Comment? En cachant les symptômes. C'est-à-dire, j'ai mal à la gorge, je prends quelque chose pour plus avoir mal à la gorge. Mal à la gorge, c'est un signe, un symptôme. J'ai de la fièvre, je vais cacher la fièvre. J'ai des éruptions, je cache les éruptions. Et ce n'est pas du tout ça la médecine et la notion de santé de la modernité. On n'est plus là. On est tout simplement victime d'un système. Nous tous, je ne suis pas en train de critiquer un groupe. On a été tous formatés pour ça. Et vous aussi, parce que remarquez bien qu'à chaque fois, vous me demandez qu'est-ce que je donne pour le diabète?
Qu'est-ce que je fais pour... Vous êtes très préoccupé avec l'étiquette. Vous êtes beaucoup moins préoccupé avec la cause de l'étiquette. Vous êtes beaucoup moins préoccupé pourquoi cette personne présente ce tableau clinique. Vous voulez tout de suite traiter le tableau clinique et pas comprendre le pourquoi. Et je vous dis, si vous voulez avoir une agenda absolument pleine de clients, si vous voulez faire partie des professionnels de santé du futur, qui sont des professionnels de santé que j'appelle diamants, il faut absolument que vous preniez compte que la personne qui a son problème hormonal, n'importe lequel, ok, en regardant la matrice, est-ce qu'elle a un sommeil adéquat? Est-ce qu'elle a une grosse consommation de toxines? Est-ce qu'elle est désinflammée? Quelles sont les conditions mitochondriales optimales qu'elle doit avoir? Est-ce qu'elle a des inflammations? Les cytokines seront là. Et les toxines, qui sont des cytokines inflammatoires à la fin, elles vont tout simplement enlever, faire la déplétion du glutathion, qui est quelque chose de sublime, parce qu'on a besoin du glutathion pour plusieurs raisons. C'est un antioxydant fantastique, n'est-ce pas? On a en termes de nutrition, cette personne-là qui a le problème, est-ce qu'elle prend des crucifères? Est-ce qu'elle fait de l'activité physique? Une personne sédentaire diminue le glutathion indirectement parce qu'elle va avoir un problème de manque d'oxygénation. En revanche, est-ce qu'elle fait trop d'activité physique? Elle va avoir un excès de stress oxydatif. Donc, tout ça fait du sens. Il faut que ça fasse du sens. Son rapport avec le travail, son rapport avec la famille, son rapport avec la nature. C'est une personne qui travaille dans un environnement absolument toxique. Est-ce qu'elle habite chez elle? Est-ce qu'il y a des personnes extrêmement toxiques? Donc, il faut s'occuper. Et là, je vous dis que ça, c'est effectivement une vision globale de la personne. Mais vision globale, ce n'est pas la vision globale qu'on dit, ah, je prends la personne comme entière. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre pratique clinique pour prendre la personne? La réponse, je vous dis tout de suite, elle est là. C'est la matrice. Vous allez connaître les antécédents, vous allez connaître les déclencheurs, les médiateurs, tous les nœuds, comment travailler tout ça. Et donc, vous avez un tableau complet de la personne. Et plus, vous savez qu'est-ce que c'est prioritaire en termes de traitement. Et là, vous allez dire, je commence par l'intestin. Oui, oui, mais parce qu'au fur et à mesure que vous allez apprendre, que vous allez développer, vous allez voir que parfois, il faut commencer plus d'une chose, plus d'un nœud biologique et pas que l'assimilation. Mais en termes didactiques, pour commencer, évidemment, on va commencer comme ça. Donc, on a tous ces éléments biotransformation. Si c'est une personne qui tous les matins a les yeux gonflés comme n'importe quoi, eh bien, elle a un problème de biotransformation. Est-ce que c'est une personne qui prend beaucoup de café? Elle aura un problème probablement de biotransformation. Et n'oublions pas que tout cela, aujourd'hui, on peut jouer avec la génétique. On a aujourd'hui la possibilité de regarder un petit peu les mutations, les SNPs, qu'est-ce que les gens présentent dans leurs gènes. Ça ne veut pas dire que ces gènes seront exprimés. Pourquoi? Parce que si vous avez tout ça, l'assimilation, l'intégrité, tous les nœuds biologiques, les émotions à un niveau optimal, et quand je dis au niveau optimal, vous n'allez pas imaginer un seul moment que j'ai dit que cette personne sera au top à 100%, 365 jours de l'année. Non, mais elle aura 70% de ce temps-là, 80%, même 90% de ce temps-là, elle sera au top. Vous qui me regardez, à combien vous êtes en termes de pourcentage de tous ces éléments-là? Parce qu'il faut dire quelque chose. Pour être un bon professionnel, il faut commencer par soi-même. Et comme je ne peux pas vous voir, je peux prendre la liberté de vous dire quelque chose. Si vous êtes en surpoids, vous
comment vous voulez donner du conseil à une personne qui obligatoirement va passer par baisser son poids si elle est en surpoids? Si vous-même vous êtes en surpoids, ça veut dire que vous n'avez pas réglé votre problème, n'est-ce pas? Je vois parmi mes élèves qu'ils disent, par exemple, je vais m'occuper d'allergie, un exemple, hein, une qui m'a dit, allergie pulmonaire. Ah oui, et pourquoi vous allez déjà, c'est le même cas de ce que je vous ai expliqué de l'hypothyroïdie, c'est une maladie, mais bon, elle m'a dit ça, je vais m'occuper d'allergie pulmonaire. Pourquoi? Parce que j'ai. Mais vous avez réglé votre problème d'allergie pulmonaire? Non. Ben alors pourquoi vous pensez que vous êtes capable de régler alors? Parce que moi, par exemple, je travaille avec femmes ménopausées. Ça veut dire quoi? Que ma promesse, c'est que ma femme ménopausée, elle sera en termes physiques, et je vais m'expliquer, elle n'aura pas de ventre, elle n'aura aucun problème en tant que femme ménopausée. Elle va, comme on dit, 18 heures. Elle va devenir à ses 18 ans en termes physiques. Ah, Elisa, alors ça veut dire que vous êtes trop préoccupée avec les physiques. Pas du tout. C'est qu'une femme, je parle d'une femme ménopausée, qui n'y a pas de ventre, elle est en bonne santé. Je peux vous garantir ça. Et pour que la personne vienne à moi, c'est ça mon discours. Je n'accompagne pas. Je promets que vous n'aurez plus ce ventre-là. C'est clair. Mais quand je fais cette promesse, cette dame peut venir avec un problème de communication, une hypothyroïdie qu'il va falloir que je résoudre. Peut-être elle va venir avec un problème d'intégrité structurelle, qui vont tout ça impacter la question du ventre. Le ventre impacte tout ça et tout ce nœud va impacter le ventre. Peut-être elle a un intestin complètement pourri, il va falloir que je règle. Et donc il va falloir que je connaisse profondément tous les nœuds qui concernent la femme ménopausée. Tous les nœuds concernent tout le monde. Mais évidemment, une femme ménopausée, elle a un comportement psychique, elle a un comportement tout court qui est complètement différent. Elle a des expectatives, elle a des émotions qui ne sont plus du tout celles d'une femme de 20 ans. Et donc, c'est là la spécialisation. OK? Donc, en regardant cette matrice, on va prendre connaissance de tous de cette personne, de toute la situation. Et je vous ai dit qu'on va faire maintenant notre réflexion. C'est une réflexion sur une étude de cas. Je vous présente l'étude. C'est un homme. Ça, c'est l'étude de cas. Hein? Un homme, avocat, 48 ans. Il a un IMC de 27. Il est un pratiquant d'activité physique. Une fois par semaine, il fait du foot. Je voudrais vous dire que ça, c'est un patient à moi. OK? Il a commencé la musculation 3 fois par semaine depuis 20 jours quand il est venu. La consultation avec la naturopathe, la dame qui vous parle, c'était la première fois qu'il a eu une consultation avec naturopathe. La raison de la consultation, selon lui, la fatigue s'est progressivement aggravée au cours des dernières années et difficulté d'augmenter la masse musculaire. Donc, il a pensé qu'en commençant l'activité physique, il allait avoir une augmentation de la masse musculaire en sachant qu'il faisait déjà du foot et il a commencé, ça fait 20 jours. Mais il a pensé aussi que la fatigue allait s'estomper. Et en fait, c'était plutôt le contraire. Il est devenu vraiment fatigué. Et c'est pour ça qu'il est venu me voir. OK? Donc, vous voyez qu'il fait un IMC de 27 et il fait activité physique, le foot une fois par semaine. Je ne vais pas vous dire beaucoup, mais moi, dans ma première consultation, j'ai construit la timeline, l'anamnèse, la ligne du temps de ces patients. Et en posant des bonnes questions dans la première consultation, j'ai découvert quelque chose. Historique de caries avec 8 obturations d'amalgame pendant son enfance et enlevé, ça c'est la partie principale, depuis 3 ans. Mais avec qui, comment? Ah non, je ne sais pas. Un dentiste qui m'a enlevé tout ça.
ne consomme pas des aliments gras parce qu'il a peur de gain de poids. Il prend du café 5 à 6 fois par jour. Il dort au long de la nuit, mais ne se réveille pas à 100% de sa forme. Je vous donne 3 minutes pour répondre aux questions suivantes. Quel facteur de risque identifiez-vous chez ce monsieur? Deuxième question. Quelles recommandations feriez-vous? Alors, déjà, comment vous dire? Quand je vous demande quel facteur de risque identifiez-vous, il faut que vous appreniez, il faut apprendre à répondre à la question et aussi à raisonner votre cerveau d'une façon organisée. Par exemple, épuisement des surrénales. Elle a déjà fait le diagnostic. Épuisement des surrénales. Pancréas fragile. Faiblesse surrénale. Tout ça sont des possibilités. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que je vous ai demandé ça? J'ai demandé quel facteur de risque identifiez-vous? Vous êtes déjà en train de me donner un diagnostic. Déminéralisation. Mais vous dites des choses fondées sur quoi? Parce que la personne prend du café, c'est ça? Vous voyez comment votre cerveau n'est pas encore entraîné pour développer un diagnostic en nutrition fonctionnelle. Je fais ça exprès parce que vous me dites des choses. C'est très bien de me dire comme ça, vous comprenez qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vous demande quels sont les facteurs de risque et vous venez avec tout ce pancréas fragile. Comment ça, pancréas fragile? Risque d'inflammation. Non, c'est pas ça encore. Quels sont les facteurs de risque? Si vous dites risque d'inflammation, il faut que je sache pourquoi. D'accord? Pourquoi il y a un risque d'inflammation? Je suis d'accord avec vous. Il y a un risque d'inflammation, mais pourquoi? OK? Donc, je vais revenir là et je vais analyser avec vous quels sont les facteurs de risque. Que ça? Tout à fait. Repas pauvre en bon gras, quel est le risque? Sommeil non récupérateur, quel est le risque? Je veux le facteur de risque. C'est très bien, c'est très bien. Intoxication par caféine, comment vous pouvez affirmer ça? Ça veut dire que tout le monde qui prend 3 tasses ou 4, ou je ne sais pas combien ils prenaient là, de café par jour est intoxiqué. Risque, c'est bien. Risque d'avoir un cumul de mercure par rapport aux amalgames qui, là oui, écoutez, vous allez vous centrer sur la problématique de ce patient. Ne commencez pas à donner tous les problèmes au monde. C'est pas ça. Regardons. Déjà, l'homme, il est avocat. On demande les gens leur profession, c'est pas pour rien. Personne ne m'avait dit ça. Là, on est en train de considérer les risques. Risques. Un risque, c'est que les avocats, normalement, une généralisation, sont des personnes stressées. Avocat est soumis à beaucoup de pression. 48 ans, c'est un autre facteur intéressant pour les hommes. IMC 27, il est en surpoids, il a libération des cytokines inflammatoires, il a présence inflammatoire de bas grade. Là, oui. Donc ça, c'est déjà, son IMC, c'est une question. Dans notre questionnaire, on aurait dû demander les tours de taille. C'est extrêmement important. OK? C'est très important. L'activité physique, pratiquant de football une fois par semaine, c'est une personne sédentaire. Rien d'autre à dire. Sédentaire. À commencer l'activité physique pendant 20 jours, ça veut dire qu'il peut arrêter demain. Et il est en processus d'adaptation du corps. 20 jours et rien, c'est la même chose. Donc, on va dire que ce monsieur, il est inflammé, on peut dire ça. Pourquoi? Je prouve.
parce qu'il y a le risque de son IMC 27, et donc je vais dire qu'il est enflammé. Tous les patients qui ont un IMC de 27 sont enflammés? Non, non. Vous avez des sportifs qui ont des IMC de 40 qui est que de muscles, qui ne sont pas du tout enflammés, n'est-ce pas? Donc, cet enlèvement du mercure, probablement, c'était abrupt, mais vous allez être sincère avec moi. Vous n'aurez jamais posé cette question. Et j'ai découvert, parce que j'avais une opinion déjà par où je devrais poser les questions. Et j'ai demandé s'il y avait eu un problème quelque part chez le dentiste. Et là, je lui ai forcé, c'est pas lui qui m'a raconté comme ça, qu'il m'a dit qu'il avait fait ses obturations. Donc, consultation, papa, raison de la consultation. Deuxième partie, historique des caries, c'est moi qui ai demandé, hein, avec 8 obturations pendant son enfance et enlevées depuis 3 ans. Cette partie enlevée depuis 3 ans, c'est extrêmement important parce qu'il y a eu un enlèvement de mercure de façon abrupte. Il ne faut pas faire ça, c'est mieux de le laisser là, de ne pas enlever. OK? Ne consomme pas des aliments gras. Ça, c'est la croyance de la majorité des patients. Ils pensent qu'ils vont perdre du poids. C'est l'illusion s'ils ne mangent pas de gras. Et vous savez bien qu'ils ne vont pas manger de gras. Et là, c'est un risque aussi inflammatoire parce que vous savez que l'oméga 3, il est plutôt anti-inflammatoire. Vous savez tous les bien-être de DHA au niveau du cerveau. Et donc, ne consomme pas des aliments gras. Et là, je pense à la fatigue. Je pense à ma mitochondrie. Mais on va y revenir. Alors, quel est le problème de l'excès de café pour ce mec-là qui m'a raconté cette histoire-là? Fatigue aggravée, cours de dernières années, difficulté d'augmenter la masse musculaire. Là, je peux penser à la testostérone. OK? Pour un homme qui a difficulté d'augmenter à 48 ans, il n'est pas vieux, il est bien, 48 ans. C'est important cet âge. Et là, vous pouvez penser. Et là, quand il me dit qu'il boit quand même 5 à 6 tasses de café par jour, je peux dire que ça, c'est un risque, on parle de risque, que le café accélère la conversion de la testostérone en estrogène. Il va donner de la puissance à l'aromatase. D'accord? Donc, le café va aromatiser le patient. Donc, le café, il y a aussi les cafés que vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a aussi la présence de glyphosate, qui est un herbicide. Pas tous les cafés, pas tout le monde, mais c'est qu'un petit truc que je vous donne. OK? Et dort au long de la nuit, mais ne se réveille pas dans sa forme. Donc, vous avez une possibilité de diminution de la testostérone. Pourquoi je pensais à ça? Je pense à la mitochondrie, je pense à la mitochondrie au niveau de production de testostérone, je pense à difficulté à augmenter la masse musculaire. Pas parce qu'il a commencé que 20 jours, c'est pas ça. Mais une personne de 48 ans, et si on regarde ce monsieur, il a vraiment, on dirait même presque un affaissement de la masse musculaire. Mais personne n'a mesuré sa testostérone, il faut bien dire ça. OK? Donc, quels sont les facteurs qu'on peut avoir chez une personne, un avocat de 48 ans qui présente CIMC de 27 en termes de diminution de la testostérone? Pourquoi, Elisa, vous avez pensé à la diminution de la testostérone? Parce qu'il est sédentaire, parce qu'il est intoxiqué, parce qu'il peut être intoxiqué par le mercure et parce qu'il est, ça c'est sûr, en surpoids. OK? Donc, quand on parle de ces possibilités de diminution de la testostérone, il va falloir demander aussi quelle est la condition de la surrénale de ce patient. Et comment je vais savoir la condition de la surrénale? Il y a quelqu'un qui a parlé de pancréas. Je ne vois pas du tout le rapport de cette histoire, à part le fait qu'il peut avoir une insulinorésistance. C'est clair. Qu'il peut avoir un indexoma très haut. Mais ce n'est pas notre préoccupation primaire là. Notre préoccupation primaire, c'est que cette personne, elle a une fatigue, donc on est bien dans la question énergétique,
ok, qui est aggravé dans les dernières années et il n'arrive pas à augmenter, je le regardais, sa masse musculaire. Et il me présente tout ça comme problématique de son mode de vie. D'accord? Là, on ne va pas rentrer dans l'assimilation, parce que tout ça, j'avais demandé, évidemment. Mais sinon, on va rester ici jusqu'à demain matin. Mais ce qui est important, c'est, je suis en train de faire un raisonnement, que ma question était, quel facteur de risque et quelles recommandations feriez-vous avec les informations que je vous ai données? Donc, une question du café, c'est que le café va inciter, va stimuler l'action de l'aromatase. Alors, il faut savoir la condition de la surrénale. Pour savoir la question de la surrénale, il faut savoir quelles sont les questions, et là vous allez voir dans la formation de la RT2, quelles sont les questions pour savoir quelle est la condition de la surrénale. Parce que faire des examens, ça va servir à rien du tout de la surrénale. Il ne présente pas de maladie grave. Donc, vous allez demander, est-ce qu'il y a la pression artérielle baisse, surtout pendant l'été? Il aime les aliments salés. Il a des infections récurrentes. Sont quelques questions pour voir l'état de la surrénale. D'accord? Et si on part de la fatigue et de la difficulté de gagner de la masse musculaire, on va penser aussi, évidemment, à la mitochondrie qui est dans la surrénale. On peut aussi penser à une baisse consommation au niveau musculaire de protéines, n'est-ce pas? C'est une autre option aussi à penser. Et quand on parle de la consommation des aliments gras, probablement, ce patient, comme il avait cette préoccupation, il ne doit pas manger, et je suis sûre, là maintenant, qu'il ne mangeait pas, des séléniums suffisants, comme par exemple les noix du Brésil. Il ne mangeait pas de sélénium, ni de zinc, ni de cuivre, ni de manganèse, donc problème de détoxification au niveau du glutathion, qu'on a besoin du sélénium. N'est-ce pas? Je vous avais dit avant la question du glutathion et de perturbateurs endocriniens. OK? On pourrait regarder aussi la quantité en termes de perturbateurs endocriniens, quand on parle de mercure, de la vitamine E. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce patient au niveau des recommandations? Première chose, détoxification, un régime d'élimination. Revoir son alimentation de A à Z. Perte de poids. Diminution probablement de glucides. Parce que s'il ne mange pas de gras, ça veut dire qu'il mange de glucides. Il faut manger quelque chose parce qu'il est en surpoids. Diminution de glucides. Peut-être augmenter les protéines, je ne sais pas. Diminuer les protéines, il faut voir la quantité de protéines qu'il mange. Si le peu de protéines, peut-être, peut expliquer la question de la difficulté d'augmentation de masse musculaire. Regardez si ces protéines respectent au moins 1,2 g par kilo, d'accord, de poids. Est-ce que ce patient s'hydrate? Je n'ai pas parlé de ça. Et il a besoin de 30 ml par kilo, 30 à 35 ml par kilo par jour. Donc, si lui, il est en surpoids, ok, vous allez mettre 2,5 litres par jour. Et le café, on va déjà enlever pour une période parce que je vous ai dit qu'on va proposer un régime d'élimination, de détoxification. D'autres choses que j'utilise moi, la vitamine E, comme je vous ai dit, les amandes, l'avocat. Attention, hein, les amandes, il est en surpoids, hein, en petite dose. La question du stress, qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça? L'activité physique avec régularité, qu'est-ce qu'on va faire à propos de ça? Il a un monde à travailler. Et il faut effectivement, derrière cette demande de la fatigue, ce monsieur, en vrai, il en avait marre de son travail. En travaillant avec lui, on a vu que, en fait, tout cela, un composant hyper important, c'était les émotions, le mental,
qui n'était pas en congruence avec ses valeurs, tout simplement. Et on a fait un travail à long terme. Il faut bien dire qu'il faut reconnaître si le patient est prêt, par exemple, déjà pour faire une détoxification tout de suite. Est-ce qu'il va suivre notre régime d'élimination? Peut-être oui, peut-être pas. Peut-être il va commencer à 50% de ça. Plus le patient est résistant, plus il prend de temps. Et il faut lui dire ça, clairement. Donc ça, comme je vous ai dit, ça serait une réflexion que je pourrais avoir par rapport à une personne comme ça. Ce qui est important, parce que quand je vous ai dit, et quand c'était dans le sujet, ça devient très facile. Mais je suis sûre que vous n'aurez pas pensé à demander son historique buccal. Je suis absolument sûre. Et la nutrition fonctionnelle, ce n'est pas parce que je suis dentiste. Elle va vous montrer comment raisonner tout ça, mettre tout ça en ordre. Qu'est-ce qu'il a comme problème d'assimilation, d'intégrité, de communication, de transport. Tout ce qui est à la base ici, dans ce patient, a été déjà problématique. L'alimentation, elle n'allait pas du tout. Indépendant, elle n'allait pas. Pour un homme qui veut augmenter la masse musculaire, l'hydratation, elle n'allait pas. Le café n'allait pas. L'activité physique n'allait pas. Le sommeil n'allait pas. Le stress n'allait pas. Pourquoi vous allez déjà lui donner, par exemple, quelque chose pour appuyer la surrénale et tout ça, si rien de ça a été fait? Vous comprenez la proposition? OK. Je vous dis qu'après tout ça, effectivement, il avait une baisse de testostérone qui je lui ai presque obligé à faire des examens salivaires pour voir les niveaux d'estrogène, progestérone, parce que je remarquais que la forme qu'il prenait, le poids, c'était très fémininisé, pas androgénique du tout. Il était en train de devenir plutôt femme. Et donc, ça, c'est un autre signe très clair que la personne a un problème au niveau de l'aromatase. Et probablement aura aussi, et là, je suis d'accord avec la fille qui a dit pancréas, qui va peut-être avoir bientôt un problème d'insulinorésistance s'il n'avait déjà. Je ne me rappelle pas. Je ne veux pas affirmer parce que je ne me rappelle plus s'il avait ou pas. Donc ça, c'est un type de raisonnement qu'on peut faire. Mais vous allez commencer par où? Par là, tout simplement. Mais de toute façon, en observant bien le patient, on peut proposer des solutions. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais un gros bisou. Merci. Vem comigo!